Fabienne, je veux bien que tu viennes me rejoindre. Je vous présente Fabienne. Fabienne, tu es belge, congolaise. Tu travailles à Paris dans la banque. Tu habites à Aubervilliers et tu fais partie des parcours hachés dans l'organisation, dans ta paroisse. Donc, tu habites à Aubervilliers. C'est un milieu très multiculturel où tu as eu des grandes expériences fortes et variées. Et je vais te laisser la parole pour nous parler de tout cela. Ok, merci. À mon arrivée à Paris en avril 2014, je me sentais prise en otage entre le monde européen et celui des immigrés. Pour sûr, je ne suis pas européenne, du moins d'origine. Et ayant un parcours plus ou moins privilégié depuis mon arrivée en Belgique en septembre 2002, je n'arrivais pas à m'associer à ce que représente le parcours de la plupart des immigrés ici en France. Comment alors trouver sa place quand on débarque à la Courneuve? C'est dans cet état d'esprit que j'ai débuté le parcours Jacé en septembre 2014. Ma première gifle du parcours Jacé a été l'exercice où il fallait remplir les tableaux du temps consacré à ses activités au quotidien, travail, famille, sport. Je suis arrivée au triste score que 80% de mon temps était consacré à mon travail. J'ai donc bien pris conscience que le Seigneur ne m'avait pas donné comme unique talent que de faire des analyses dans un fichier Excel. À la suite de cela, j'ai donc fixé mon horaire de travail à 8 heures par jour. J'ai pris un abonnement à la salle de sport, commencé des cours de guitare et de piano et j'ai commencé à passer plus de temps à me recréer un nouveau cercle d'amis ici à Paris. La deuxième gifle a été lorsque je devais trouver un nouvel appartement. J'ai visité un appartement qui m'avait beaucoup plu, mais il se trouvait au Aubervilliers. J'en ai donc parlé à mon père en lui disant: Ah, l'appartement, il est vraiment chouette. Mais il se trouve dans un quartier avec beaucoup d'étrangers. Des Noirs, des Arabes, des Chinois, des Pakistanais, des Indiens. Ben, les Français, tu les vois de temps en temps. Et alors mon père me répondit: Ma fille, à quoi penses-tu que ressemble le paradis? Penses-tu que nous vivrons là-bas comme dans l'apartheid, les Arabes d'un côté, les Noirs de l'autre, les Blancs dans un autre? Si tu ne sais pas voir Dieu dans les choses les plus simples et voir dans tout homme sa dignité d'enfant de Dieu, même dans les plus mauvais, alors tu ne connais pas Dieu. Car Dieu se révèle à ceux qui ont un cœur simple. Et je me suis rappelé des topos sur le bien commun et la participation, où chaque individu, peu importe sa race ou sa classe sociale, est appelé à vivre sa fraternité de fils et de filles de Dieu, à avoir cette capacité de voir en chaque être humain Dieu, notre Père, avant toute chose, et de pouvoir participer à la construction du bien commun. Tout au long du parcours, j'ai aussi commencé à chercher un moyen de mettre mes capacités d'analyse au service de la solidarité. La finance sociale, qui est une approche visant à mobiliser des capitaux privés et à les investir dans des activités avec un rendement économique et social, a commencé à beaucoup m'attirer. Et pour moi, quand je suis arrivée au Forum Jaché, la solidarité internationale était encore pour une notion exploitée dans les publicités d'UNICEF et des Médecins sans frontières. La troisième et la dernière gifle est venue lorsque, à la messe d'ouverture de la session, je me suis vue à la gare de Langres redevenir d'une mission concernant la finance sociale. Cette vision m'a profondément marquée, comme si le Seigneur me disait: Regarde Fabienne, mon rêve pour toi est beaucoup plus immense que tu n'as jamais pu imaginer. Alors, j'ai eu l'idée de solliciter la création d'un labo de social finance au sein du réseau des bénévoles de compétences de mon entreprise pour organiser des conférences et des formations, des missions de support à cette problématique. À mon retour, j'ai présenté mon initiative aux responsables du réseau des volontariats et ils ont bien accueilli. Nous avons commencé à organiser des séances d'information, nous avons commencé à réaliser des missions, principalement au Congo RDC et 2 missions à venir en Haïti et à Madagascar. Vous trouvez dans le panneau de communication des détails avec les 2 prochaines conférences que nous organisons sur la finance sociale et les investissements sur les panneaux de communication à Paris, dans le quartier de l'Opéra. Ainsi, je ne cherche plus dans quel des 2 mondes j'appartiens, mais j'ai appris à devenir un pont entre ces 2 mondes et surtout de travailler à ce que chaque être humain, là où il se trouve, puisse trouver sa place,
qu'il puisse y vivre en paix et puisse avoir l'ultime droit de se nourrir, lui et le sien, à la sueur de son front. J'ai aussi appris que je devais cesser de vivre mes propres rêves pour enfin vivre ceux de Dieu, juste parce qu'ils me semblaient être les plus beaux. Et je peux bien sûr compter sur l'Esprit Saint pour me les inspirer. Et parfois, je me prends même à penser que la vie sur la terre est bien plus palpitante que celle du paradis. Parce que ici-bas, nous serons tous, parce que si là-bas, nous serons tous dans sa pleine gloire, ici-bas, à chaque jour, il m'est donné le choix de travailler à ce que son règne vienne sur cette terre. Puis comme Pierre-Yves Gomez le disait au forum de l'année passée, à chacun de nous est donné le rôle de maintenir la charpente de la création en équilibre, même si cela implique de visser continuellement le même petit boulon. Merci. Et puis un jour. Alors, bonjour à tous. Nous allons vous présenter ce que nous avons vécu, nous, pendant le parcours Zaché, et puis après. Alors, donc moi, je m'appelle Xavier, j'ai 35 ans. Alors, effectivement, on a beaucoup reçu, et la première chose qu'on voulait vous expliquer un petit peu, c'est ce qu'on avait reçu. Alors, on a pris conscience, en fait, qu'on avait vécu, enfin moi personnellement, dans une famille qui m'avait aimé, qui m'avait nourri, qui m'avait donné du confort, qui m'avait permis d'avoir accès aux études, à une éducation religieuse. Voilà, et ça, c'est déjà la première chose dont j'ai pris conscience un jour, c'est que j'avais beaucoup reçu. On avait aussi en parallèle de ça une vie sociale extrêmement développée. On a eu la chance d'avoir, et on a toujours la chance d'avoir des amis, beaucoup d'amis, des relations. Enfin, on avait vraiment une vie sociale, familiale équilibrée. Et puis un jour, Guénola, je sais pas si on était presque jeunes mariés, c'était quelques années après notre mariage. Elle me dit, j'aimerais bien qu'on aille à Paray-le-Monial. Alors comme beaucoup d'hommes particulièrement, j'étais un peu perplexe à l'idée de venir à Paray-le-Monial. J'avais une image un petit peu écornée de ce qui pouvait s'y passer. Et un jour, un enseignement, c'était à l'hôtel du Prieuré, juste à côté, il y a un bonhomme qui il parlait de la doctrine sociale. C'est quelqu'un qui s'appelle Pierre-Yves Gomez. Je me souviens plus tellement ce qu'il a dit, mais je me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Et puis le temps a coulé.
Et en 2011, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Charles, il m'a dit, je suis un parcours, c'est complètement extraordinaire, ça s'appelle le parcours Zaché, ça bouleverse ma vie. Et effectivement, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui changeait chez Charles. Au terme du parcours, il y a eu les élections législatives de 2012, il s'est engagé, il a pris des risques pour lui, il a aussi partagé ça avec sa famille, parce que c'est un engagement qui est difficile et qui est lourd. Il a perdu, enfin lui et son équipe, mais ça l'a pas dérouté, il n'a pas vécu ça avec amertume, il a vécu ça dans la joie et dans la sérénité. Et là, je me suis dit, là, il faut qu'on pousse un petit peu plus loin ce qui se passe dans ce parcours Zaché. Merci. Donc ça, c'était en 2012. Et en fin 2012, donc on termine le parcours Zaché qui nous met nous aussi une gifle. Et puis on s'est vraiment dit, eh ben mince, maintenant il y a quelque chose. On avait une foi un peu spirituelle. Voilà, on vivait une relation avec Jésus, on était bien. Et là, concrètement, je me suis dit, bah, il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, je sais. Je commence à comprendre qu'il y a quelque chose de plus concret, de plus quotidien à vivre à travers la doctrine sociale. Donc on s'est posé tous les deux la question, ça arrivait en même temps que la naissance de notre 5e enfant et de nos 10 ans de mariage, et on s'est dit, bah, maintenant on voudrait essayer de ne plus vivre comme avant. Alors, en fait, ce qui nous a plu dans la démarche de Fidesco, c'était en fait de prendre le temps. Et en fait, c'est aussi comme le parcours. Le parcours, c'est pas un enseignement qui pourrait durer 48 heures et puis après on repart. Non, c'est le discernement de Fidesco, c'était aussi rentrer dans une forme de lenteur, de réflexion. Et on a retrouvé un petit peu ce parallèle. Et au terme de ce discernement, en fait, on s'est senti vraiment prêt à répondre positivement à un appel. C'était celui de partir vivre concrètement la mission. Donc après, sur place, on a vécu pendant 2 ans. Ah, pardon. On est partis tous les deux même. Donc on est parti à Madagascar et puis pendant 2 ans, on s'est mis au service d'une université. Moi à la gestion.
Alors après, plus concrètement, par rapport à, en relisant un peu notre mission à Madagascar, moi, il y a un point qui m'a vraiment marqué et que j'ai trouvé, qu'on ne vit pas tellement en France, nous, à notre niveau, mais qui m'a semblé être une grande atteinte à la dignité des personnes et au bien commun, c'était la corruption. À Madagascar, on a vécu de plein fouet cette corruption. Et c'est vrai qu'en relisant un peu le parcours, moi, je me suis dit, en fait, c'est vraiment une atteinte lourde, la corruption, au bien commun. C'est une atteinte lourde aux pauvres, qui est le premier à en souffrir. C'est une déformation de la notion d'autorité. Et c'est vrai que moi, je me suis dit concrètement, en fait, on a une chance aussi inouïe en France, c'est qu'on n'est pas victime de ça. Et je me suis dit, comment dans un pays comme Madagascar, euh, où la doctrine sociale est vraiment quelque chose d'éloigné, c'est un peuple qui est plus en survie qu'en réflexion, comment est-ce que ce message pourrait passer? Et c'est vrai qu'on a eu de la chance, c'est que dans notre université, le père, c'est un père italien qui a créé cette université, il avait à cœur lui aussi de transmettre cette doctrine, et il disait seule effectivement cette prise de conscience des jeunes malgaches pourra faire avancer le pays. Donc pour moi, à mon retour, il a fallu que je retrouve un boulot, parce qu'on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Et donc, il a fallu aussi que je retrouve un boulot qui soit quand même en cohérence. Et c'est vrai que je vous avoue qu'au début, je me suis dit, bon, bah, je vais retourner. J'avais vécu quelques frustrations à Madagascar, et je m'étais dit, bah, je vais retourner dans le même domaine, je vais regagner ma vie, je vais refaire les mêmes choses. Et puis voilà. Et en fait, bon, j'ai senti que c'était pas très unifié tout ça, et je me suis reposé les questions de ce que je voulais vraiment faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était déjà vivre mon état de vie, et c'était celui de père et aussi d'époux. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve un travail qui soit plus en cohérence avec ce que j'ai envie. Et grâce à Dieu, j'ai trouvé vraiment la providence a veillé sur moi et m'a bien éclairé. J'ai trouvé un travail dans lequel aujourd'hui je m'épanouis et dans lequel je suis heureux de pouvoir me réaliser et dans lequel je vis une forme d'unité. Alors, le parcours nous a fait comprendre que la foi n'est pas qu'un message ou une spiritualité, mais que notre relation au Christ doit se révéler concrètement dans notre quotidien. Il nous a donné envie de nous mettre en marche, d'avancer concrètement. Après notre parcours, nous avons vraiment décidé de nous mettre à l'écoute du projet de Dieu pour nous et de la manière dont nous devions mettre à la disposition nos talents. Pour nous, c'est un chemin. Donc, il y a eu, je pense, notre mariage, le parcours Zaché, Fidesco, et puis maintenant, on continue le chemin et on a hâte de voir ce que ça donne. Alors, dans le parcours et plus particulièrement dans la partie qui nous parle de l'homme acteur de la création, il y avait une phrase qui m'est revenue, c'était mettre Jésus dans sa barque. Et avec le parcours Zaché, en fait, notre vie, nous, elle a quand même assez radicalement changé, puisqu'on n'habite plus au même endroit, on fait plus le même métier. Voilà. Je me dis que moi, je suis toujours pêcheur, sans doute que Guénola aussi. Oui, On oui. est toujours perfectible, mais on a essayé de mettre un petit peu plus Jésus dans notre barque. Et aujourd'hui, on peut vous témoigner qu'en laissant Jésus monter un peu plus dans notre barque, eh ben, on y a trouvé de la joie. Et pour terminer, moi, c'est un petit témoignage que je peux vous livrer. Alors ceux qui connaissent Fidesco le savent peut-être, mais la devise de Fidesco, c'est « Va, rends les autres heureux et tu connaîtras la joie ». Et c'est vrai que c'est une très belle devise, elle est à la fois simple et exigeante, et parfois on l'a vécu un peu en réaction, cette devise. Parfois on disait, bah, nous on est parti, on essaye de rendre les autres heureux, mais on ne connaît pas vraiment la joie. Et ça, c'était plus dans la vision vraiment quotidienne de ma mission concrète. Et le dernier jour, c'était la veille de notre départ, de notre retour en France, il y a un étudiant avec qui on s'entendait très bien, qui s'appelle Fabrice, qui est un ami. On était assis tous les deux face à face à la table de la cuisine. Et il me dit, « T'as réussi ta mission ». Alors je lui dis, bah oui. Je dis, bah oui, qu'est-ce que tu dis? Il me dit, « T'as réussi ta mission ». Je dis, pourquoi tu dis ça? Et il me dit, « Retourne-toi ». Et en
face, il y avait une photo avec Fidesco, et il y avait marqué « Va, rends les autres heureux, tu connaîtras la joie ». Et il me dit « Tu m'as rendu heureux, et du coup, toi, tu dois être dans la joie ». Et c'est vrai qu'en fait, Fabrice, il m'a fait le cadeau, c'était de me décentrer de moi-même, de me centrer sur lui. Et c'est vraiment un cadeau aussi de la Providence, c'était de pouvoir justement au dernier moment que le Seigneur mette un petit coup de projecteur, voilà, grâce à Fabrice, sur ce don et le don de la joie. Numéro 35. Beauté merveille, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Je ne peux vivre qu'en ta présence, que ne me soit cachée ta face. Ne déçois pas, Seigneur, mon espérance, à tout jamais je rendrai grâce. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Merci Xavier Guénola. Voilà, après les gifles chez Fabienne, des changements, des bouleversements, nous allons accueillir Anne-Claire et Frédéric. Anne-Claire et Frédéric, donc pour vous, entre Houston les années passées aux États-Unis et Le Mans, aujourd'hui, vous êtes installés avec vos 4 enfants. Il y a eu aussi des grands questionnements professionnels et spirituels que vous allez nous partager, qui ont beaucoup bougé vos lignes de démarcation. Alors, il est important de citer que vous avez vécu le parcours Zaché à New York. C'est important parce que dans cet anniversaire, certes en 2006, les choses ont commencé à Lyon, mais très vite à Paris et aussi très vite à New York. Dès 2007-2008, le parcours a été international. Je sais qu'on en parlait avec Claire récemment. Des parcours se montent aussi au Moyen-Orient, à Hong Kong. Et puis par les grâces d'Internet et du direct sur Paris Online, on est peut-être aujourd'hui en mondiovision. Donc voilà, grâce à vous, vous allez nous partager ce que vous avez vécu de votre côté. Merci. Bonsoir. Bonjour. Bonjour à tous. Et quelle heure au fait? On a le temps. Alors nous, on vient en couple témoigner du cadeau qu'on a reçu en recevant ce parcours Zaché à New York. Il a fait effectivement en 2007 un espèce de grande traversée de l'Atlantique et il est arrivé comme ça jusqu'à nous par une poignée de copains fana, pas fanatiques, juste fana, qui étaient venus ce même été à Zaché, là, le premier où Pierre-Yves présentait les ateliers et les 4 grands thèmes. Et ils sont revenus complètement emballés et ils nous ont dit, là, on a trouvé un truc, il faut absolument qu'on le vive ensemble. Et on a reçu ça. C'était effectivement 2007-2008, une année où on a reçu, on a pris, reçu, comme des espèces d'éponges et on s'est laissé transformer. Ça a duré une année. On a pensé que ça s'arrêterait là. Celui qui faisait les conférences s'en allait. Et puis finalement, ça a été possible de reprendre. On avait tous très envie que ça continue. Nous, on voulait se mettre au service. On voulait aussi que ça dure. On voulait refaire une deuxième année. Et du coup, c'est reparti pour une deuxième année comme ça à New York. On pourrait dire plein de choses. C'est difficile de faire le tri. Peut-être de dire que pour nous, ça a été comme un chemin d'unification. Unification très personnelle, et puis, c'est-à-dire pour chacun de nous, et puis unification aussi en couple. Oui, parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 2 chemins de foi très différents, puisque donc moi, je n'avais pas beaucoup de chemin de foi, en fait, même si j'étais quand même pas très très loin de l'église. Et Anne-Claire, elle était beaucoup plus près, beaucoup plus engagée, peut-être pas encore complètement. Donc on avait vraiment
deux parcours très différents. Donc Zaché a été pour nous une façon de nous retrouver, même si lors de notre mariage, on s'était dit, on savait qu'on voulait construire notre foyer sous le regard de Dieu. Donc cette année-là, ces 2 années-là à New York, elles ont été comme ça, vécues avec quelque chose en amitié très forte. C'était un sacré groupe, c'était un sacré vécu. Il s'est passé pour nous deux des choses très fortes, mais particulièrement, toi tu reviendras dessus, quelque chose de... En fait, on a vécu 2 conversions quand même. On a vécu une conversion, toi, assez radicale, moi, plus dans la transformation sur la durée. Et au terme de ces 2 années-là, on s'est retrouvés un peu catapultés à Houston, au Texas. Ce n'était pas vraiment prévu au programme au départ. On nous avait vendu 5 ans à New York et puis voilà qu'il fallait partir comme ça vers le Grand Sud. Et en transitant vers ce Grand Sud, on a vraiment ressenti tous les deux une sorte d'appel à continuer. Moi, j'étais quand même pas mal dans la peur, je dois l'avouer, une espèce de crainte de dire « Ah ouais, mais si on recommence là-bas et puis que il n'y a pas grand monde qui vient, que... » Voilà. Et toi, tu étais vraiment dans « Mais non, mais c'est... Même si on n'est que 2, 3, 4, 5, ça vaut le coup. » Et donc est repartie une nouvelle aventure Zaché à Houston, qui a duré pour nous simplement 1 année, mais qui s'est continuée ensuite. Il y a d'ailleurs Jean-Baptiste dans la salle qui a pris le relais. Donc beaucoup de joie de continuer en fait et d'être dans quelque chose de l'ordre d'une transmission. Quand on a reçu, on a aussi envie de vraiment à cœur de transmettre ce cadeau du Seigneur. Voilà, donc c'est vrai que pour moi, ça a été un parcours qui m'a... Alors, je n'ai pas reçu des gifles, je ne sais pas, mais un coup sur la tête, ça c'est sûr. Puisque, comme je le disais avant, je me suis toujours senti bien dans une église, mais comme quand vous vous sentez bien, quand vous rentrez dans une maison, vous ne savez pas pourquoi, vous vous sentez bien, alors vous demandez si c'est la couleur des murs, si c'est les lumières, l'éclairage. Et quand vous n'avez pas le décodage, parce que en fait moi j'ai reçu aucune instruction religieuse, et d'ailleurs je suis toujours un peu en manque de vocabulaire, mais donc sans comprendre, juste être bien, et pour autant sans chercher, parce que tout ça, moi j'ai 47 ans, donc j'ai été un petit peu feignant pour aller chercher un petit peu plus loin. Et en fait, le parcours Zaché, pour moi, la première chose qui m'a frappé, ça a été ce premier enseignement en charge de la création. Voilà, si j'avais moi une chose à retenir, c'est que j'étais avec tout ce groupe d'amis bien catho comme il faut et tout, et moi, ce message, il m'était aussi adressé, et que j'étais aussi en charge de la création. Et ça m'a bouleversé. En plus, comme c'était bien fait, j'ai eu l'occasion de l'éprouver, d'aller faire des exercices, de confirmer, oui, tu es bien en charge de la création, c'est bien tous les jours que tu es en charge de la création. Donc ça a été quelque chose de très important. Bon, et puis, moi, mon problème, c'est que souvent, ça reste au niveau de la tête, ça a du mal à descendre plus bas vers le corps ou vers le cœur. Et en fait, c'est arrivé lors de la retraite qu'on a faite en fin de parcours, et en fait à New York, ouais. Et en fait, voilà, là j'ai ressenti, je peux fermer les yeux, je peux les garder ouverts, je sais exactement où et quand. J'ai ressenti la présence de Dieu, j'ai ressenti que tout ce message, en fait, il avait fini finalement par descendre, par m'habiter complètement, et que tout ça, en fait, était en train de s'unifier. Et donc, à partir de là, j'ai voulu communier. Pour moi, c'était une évidence, alors que je tournais autour du pot par maintes circonvolutions, en étant velléitaire, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais là, ce jour-là, j'ai dit, je veux communier. Voilà. Alors, le Seigneur est facétieux, parce qu'il y a eu encore pas mal de chemins liés aussi à nos emplois du temps, voilà, que des mauvaises excuses, mais quand on est allé à Houston, en fait, tout s'est fait très très vite. Et j'ai bientôt fini. Et donc, effectivement,
j'ai rencontré donc un père qui m'a accompagné. Et alors le catechuménat, pardon, à Houston, c'est assez rapide puisque au bout de 2 semaines, en fait. Le dis pas. Je suis désolé, mais alors je suis pas politiquement correct, mais comme on m'a dit qu'on était entre amis, voilà, et que rien ne serait répété, je me permets de le dire un peu tout simplement. Voilà. Donc mes amis, ne le répétez pas. Toujours est-il qu'en plus je vais dénoncer le père Ted, comme ça vous pourrez tout dire. Le père Ted, après m'avoir vu à quelques reprises, c'était un mercredi, m'a dit « Qu'est-ce que tu fais dimanche ?» Bon, alors évidemment, je n'ai pas su répondre. Il m'a dit « Est-ce que tu es prêt ?» Je lui ai dit « Prêt à quoi ?» Il m'a dit pour le baptême, pour la communion. Je lui ai dit mais non, je sais pas, si je sais rien encore. Il me dit mais qu'est-ce que tu veux apprendre? Je lui dis je sais pas justement. D'ailleurs je sais toujours pas. Mais et voilà que le vendredi, il a fallu trouver un parrain, une marraine. Ça, il n'y a pas de problème parce que ils étaient peut-être pas 600 comme aujourd'hui, mais il y avait des gens à Houston, il n'y a aucun souci. Et voilà. Peut-être le plus dur pour moi, ça a été de recevoir, et puis là, l'émotion remonte, une lettre de mes parents, et notamment de mon père, c'est la première fois qu'il m'écrivait en me disant écoute Frédéric, en ce jour, je suis triste et gai à la fois. Triste parce que mes parents sont dans l'éducation nationale. Triste parce que les laïcs perdent quelqu'un de grande valeur. Et gai, ouais, c'est pas des gifles, mais ça y ressemble un peu aussi. Et gai parce que j'ai confiance en toi, et voilà. Bon. Donc, alors du coup, je sais plus où j'en suis, mais toujours est-il que voilà, le parcours Zaché nous a touchés ici, maintenant, dans notre famille, avec nos amis. Et puis, comment dirais-je? Après, moi, personnellement, professionnellement, pardon, j'ai également été beaucoup impacté puisque j'ai essayé de creuser un peu ce que ça voulait dire en charge de la création, comment ça pouvait s'appliquer différemment, relire mon parcours professionnel. Et voilà, j'ai changé, j'étais plutôt dans des fonctions de support, des fonctions fonctionnelles. Et puis, j'ai voulu être acteur, mettre en place ma boussole, mon compas, savoir ce que ça voulait dire qu'exercer l'autorité, la participation, la subsidiarité. Et donc, résolument, je me suis tourné vers des fonctions de direction d'entreprise. Et voilà, donc aussi un impact majeur sur ma vie, puisque ça fait maintenant 6 ans, 7 ans que ce changement a été opéré. Voilà. Alors c'est vrai que voilà, au travers de ces années de parcours, ce qu'on a continué dessus, à partir de là, c'est comme si on avait vécu à la fois de l'unification individuelle, en couple, en famille, comme si ça avait été aussi un accélérateur dans notre foi, ce moment du parcours Zaché, et comme si il était encore vraiment question d'avancer à un rythme qui est en ce moment pour nous spirituellement moins fort, moins dense que ce que ça a été pendant ces années-là. On a quand même eu un espèce d'élan dans ce mouvement de Zaché en rentrant en France. Ça a été de s'inscrire dans une proposition de lancer un parcours alpha sur Le Mans. C'était une autre aventure. Ça a été long, c'était compliqué. Et on a été touchés, et désolé, là aussi, c'est peut-être pas le lieu d'en parler ici, mais néanmoins, on a été aussi touchés parce que ça nous a permis d'aller un petit peu plus aux portes de l'église, un petit peu peut-être en sortant de l'église, à droite ou à gauche. Et on a trouvé ça aussi très riche, en complément de l'expérience Zaché. Oui, vraiment, ça nous tenait à cœur d'aller vers ceux qui sont plus loin aussi. Et avec Alpha, on était là-dedans. Alors maintenant, on quitte Le Mans, on s'en va à Paris et on cherche. Voilà, donc, vers où le chemin nous mène. Et on espère que ces 3 jours vont nous montrer on compte sur vous, voilà, et votre prière. Et sur le Seigneur. Voilà, et sur le Seigneur. Et ce qu'on peut retenir, moi en tous les cas, on a la boussole, on a le compas, et puis
Alors je sais plus, je crois que c'était dans le premier enseignement. C'est deux adjectifs moi qui me hantent, mais très positivement. C'est attentif et joyeux. Donc attentif, joyeux, avec une boussole et un compas. Je suis sûr qu'on va y arriver. Et la joie de croire, la Merci. joie de Dieu. Merci. Numéro 10. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Déployant son bras tout puissant, il disperse les riches, aux pauvres il donne à pleine main, à tous ceux qui le cherchent. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Voilà, merci Anne-Claire, Frédéric. Vous nous avez aussi montré que dans le parcours Zaché, voilà, l'Esprit Saint, le parcours lui-même et l'Esprit Saint viennent titiller notre courage. Qu'en effet, on reçoit des gifles, qu'on a des parcours qui bougent, des choses qui nous sont voilà, montrées plus ou moins fortement, et que quelque part, on est interrogé. Quel est mon courage pour répondre à cette demande, pour répondre à cette orientation, pour changer? Quelle est ma priorité? Qu'est-ce que je vais faire? Et aujourd'hui, demain, dimanche, vous êtes encouragés à interroger votre courage et votre discernement sur vos priorités pour savoir ce qu'il faut faire. Voilà, maintenant Walter, si tu veux bien venir. Donc Walter est notre témoin sur l'engagement politique et dans la cité. Tu es français, tu habites à Genève, sur le côté français dans le Pays de Gex. Tu travailles dans une organisation internationale à Genève. Tu sens monter en toi, tu es père de famille, j'oubliais, avec quatre enfants. Tu sens monter en toi une frustration, une déception par rapport à la vie politique française. Et puis le parcours Zaché, quelque part, est le déclencheur de réflexion et d'action que je te laisse donc exposer. Oui, merci Anne. Oui, effectivement, j'habite du côté français dans un très beau territoire qui est le Pays de Gex, et je suis conseiller municipal d'une petite commune de 8000 habitants maintenant. Et avant de poursuivre, j'aimerais savoir s'il y a des personnes qui ont un mandat électif dans la salle, si vous voulez lever votre main. 1, 2, 3 sur 600. Il y a encore du travail à faire, c'est formidable. Merci Seigneur. Alors, je vais vous dire d'abord ce que pour moi le parcours Zaché n'a pas été, pour commencer. Ça n'a pas été un coup de foudre qui tombe du ciel comme ça et qui change ma vie du jour au lendemain. Ça avait été ce que j'avais vécu pour ma conversion plusieurs années avant, un 2 juillet devant le Saint-Sacrement à Cotignac, pour ceux qui connaissent. Là, ma vie avait radicalement changé et il y avait un avant et un après. Le parcours Zaché, en revanche, ça avait été, je l'ai vécu en 2011 pour la première fois et puis un deuxième en 2013. Ça a été un élément de fermentation. Ça a été une pierre sur le chemin qui me fait prendre conscience de plein de choses, mais avec un travail de fond, en profondeur, où je commence à m'interroger sur, tiens, est-ce que ma vie est en adéquation avec ce que raconte la boussole et le compas? Donc ça a été ça. Et puis il y a eu un déclencheur qui a été le projet de loi sur le mariage homosexuel, qui moi, m'a un petit peu surpris parce que je ne l'avais pas vu venir.
Et d'ailleurs, bon, vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir, et j'espère que ne blesser personne dans ce que je vais vous raconter, tant il est vrai que ce sujet-là sur le mariage homosexuel a été un sujet sensible, et le reste. Donc j'espère que je ne blesserai personne en vous racontant mon expérience. Mais à ce moment-là, donc on était en 2013, et je me dis, mais tiens, est-ce que ce projet de loi correspond vraiment à ce que désire le Seigneur pour nous? Est-ce que ça répond au bien commun? Il m'a semblé, mais c'est peut-être un jugement personnel, que ce n'était pas le cas. Et avec 2-3 copains, on s'est retrouvés un samedi matin à distribuer des tracts qu'on avait fait nous-mêmes à la maison, comme ça, qu'on avait découpé, qu'on avait photocopié sur notre photocopieuse. Et puis, on est allé au-devant des gens sur le marché, surtout pour engager un dialogue. Un dialogue vraiment j'allais dire, tout à fait pacifique, pour essayer de comprendre et puis voir un petit peu quelle était l'opinion des gens sur le sujet. Et donc on tendait nos petits tracts faits maison, et puis on engageait le dialogue, et on s'est aperçu que les gens, bon, pour la plupart, ils n'étaient pas très intéressés, et d'autres étaient plutôt contre, mais sans vraiment savoir pourquoi. Et on s'est dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment une réflexion à engager. Et j'étais un petit peu atterré à ce moment-là par les réactions des hommes politiques et des femmes politiques que je commençais à contacter au téléphone pour leur demander quelle était leur position, notamment les députés et les sénateurs, pour savoir dans quel sens ils allaient voter. Et là aussi, la plupart n'en savaient rien et n'en avaient pas grand-chose à faire, il faut bien le dire. À part quelques-uns qui étaient très positivement ou pour ou très contre. Et entre les deux, il y avait une sorte de vide. Et moi, j'ai été extrêmement surpris par ça. Et face à ce vide en politique, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut peut-être s'engager. Et ça a été un élément de réflexion comme ça que j'ai commencé, mais j'avais pas la volonté d'aller plus loin en me disant, allez, bon, ça va, maintenant on va faire de la politique, parce que la politique, c'est comme pour la plupart d'entre vous, c'est ce qu'on entend à la télévision et ça donne pas envie. Hein. Et je me suis dit, bah, s'il y a quelque chose à faire, il faut que ce soit quelque chose de constructif et qui soit proche des gens et au plan local. Alors dans cette période de 2013, justement, je me suis tourné vers le maire de ma commune en lui disant, mais vous qui êtes maire, je lui ai envoyé un courrier en lui disant, vous qui êtes maire, qu'est-ce que vous en pensez d'abord de ce projet de loi sur le mariage homosexuel, puisque vous êtes maire, vous êtes appelé avec vos adjoints à célébrer le mariage, et est-ce que vous en avez discuté avec vos adjoints, puisque eux aussi sont quand même les premiers concernés? Et il m'a répondu par courrier en me disant la loi est formidable, c'est une grande avancée sociale, et j'en ai pas discuté avec mes adjoints parce qu'il n'y a pas à en discuter. Et là, ça a été une deuxième blessure pour moi, parce que je me suis dit il n'y a pas de dialogue en définitive. Même au plan local, certaines personnes capturent le dialogue, capturent le débat. Et là, j'ai entendu une petite voix qui m'a poussé et qui m'a dit, bah, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, fais mieux. Alors j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai appelé quelques copains, j'ai monté une liste. Ça a pris un an, bien un an, pour monter une liste. 29 personnes, c'est pas facile à trouver. Il a fallu construire aussi un programme. Et c'est là qu'intervient le deuxième effet qui se coule du parcours Zaché, qui est on monte un programme, on va pas. Il y a deux solutions hein, quand vous rentrez un petit peu dans un engagement politique et que vous construisez un programme, soit vous êtes, j'allais dire, totalement démago, c'est-à-dire que vous allez promettre une troisième école, une deuxième crèche, un skatepark, machin. Tant que c'est sur le papier dans une campagne politique, c'est une page blanche, vous pouvez promettre n'importe quoi. Ou alors vous essayez de faire une vraie démarche en vous inspirant du parcours Zaché, justement, et en essayant de proposer des choses concrètes. Alors j'aime bien mon petit parcours Zaché, c'est une ancienne version, mais j'ai pris justement
les 4 premiers thèmes pour construire la campagne. 1, être acteur de la création. Alors ça, c'est bien parti, c'était l'engagement que j'avais fait. 2, servir le bien commun. 3, un usage juste de la propriété. Et 4, l'option préférentielle des pauvres, que moi j'ai traduit par l'attention particulière donnée aux plus fragiles. Et j'ai construit cette campagne municipale avec ces thèmes-là en tête, pour avoir une vraie réflexion de fond, et puis parler aux gens, les approcher, aller taper le soir à leur porte avec mes colistiers, et construire une vraie campagne électorale qui prenne en compte tous ces thèmes-là du parcours Zaché. Et il m'est revenu en tête un élément que vous avez peut-être entendu dans les CD du parcours Zaché, en tout cas dans les anciennes versions, je ne sais pas si c'est toujours le cas dans les nouvelles versions, où Pierre-Yves Gomez dit à un moment, voilà, votre vie doit être à l'image de ce que fait le Seigneur. Alors pour savoir si dans votre journée vous avez fait ce que désire le Seigneur, vous rentrez dans votre ordinateur, hein, c'est une image, un ordinateur magique en quelque sorte, vous rentrez ce que vous avez fait, tous les actes que vous avez fait dans votre journée, vous appuyez sur Enter et ne reste sur l'ordinateur que ce qui a été fait à l'image de Dieu. Alors moi j'ai fait la même chose avec mon programme. J'ai essayé de dire voilà mon programme, il fait 3 pages, et est-ce que chacun des thèmes sert le bien commun? Est-ce que chacun des thèmes va, si on le regarde sous le prisme, sous la lumière de la doctrine sociale de l'Église, est-ce que si je rentre tout dans mon ordinateur magique et que je fais Enter, qu'est-ce qui reste de mon programme qui est vraiment cohérent et qui va réellement servir le bien commun? Donc c'est dans cet esprit-là qu'on a fait tous les thèmes de campagne. Et à la grande surprise générale, je dirais, on a gagné les élections. On a gagné avec 55% des voix. Et ça a été une surprise. Sans en être une, je vais vous raconter une anecdote. La semaine d'avant, il y avait dans le Pays de Gex une messe de secteur. Alors une messe de secteur, c'est-à-dire que c'est tous les villages, les 27 villages du Pays de Gex qui se rassemblent avec l'évêque pour une messe générale. Et à la fin de la messe, l'évêque nous demande de prier pour un enfant gravement malade. Et il nous raconte l'histoire de cet enfant. Évidemment, on avait presque tous les larmes aux yeux. Et là, je dis au Seigneur, écoute Seigneur, ça fait 1 an que je fais tous les soirs des réunions, tous les soirs le porte-à-porte. Je te donne tout, je suis prêt à perdre les élections, mais guéris cet enfant. Et puis là, il y a une petite voix qui m'a dit, t'es gentil de faire un deal avec moi. Je vais m'occuper de cet enfant, tu t'en occupes pas, mais toi, tu vas gagner les élections parce que moi, j'ai besoin de toi. Je me suis dit, bon, très bien. Alors, c'était une surprise qu'on gagne les élections. Donc, le Seigneur me disait, du coup, une semaine avant qu'on allait gagner. Donc, j'étais assez serein quand on est arrivé aux élections. Et dans la foulée, quelques mois après, si vous vous en rappelez, il y avait les élections départementales. Et aux élections départementales, j'ai recommencé, puisque ça fonctionnait bien. J'ai été directeur de campagne pour les élections départementales. Alors on recommence, hein, même topo, mais avec un niveau au-dessus. On refait un plan de campagne avec des thèmes de campagne adaptés au département. Et là, donc, j'étais directeur de campagne pour 2 candidats et qui ont gagné avec 68% des voix cette fois-ci. Donc c'est encore mieux. Donc preuve que quand on est sincère et quand on parle aux gens avec des thèmes qui sont vrais et qu'on ne triche pas, les gens le ressentent. Et on peut être un parfait inconnu, parce qu'on était vraiment des parfaits inconnus. Hein. Sur les 29, je crois que personne ne nous connaissait. Même chose au niveau départemental. Et les gens sont capables de sentir qu'il y a eu un discernement derrière et qu'il y a quelque chose de plus que la campagne électorale standard où on promet, et puis une fois que les élections sont finies, on passe à autre chose. Alors ensuite, bien sûr, une fois qu'on a gagné, il faut mettre en œuvre. Et pour mettre en œuvre, c'est beaucoup de travail. Je n'ai pas désiré être maire parce qu'évidemment j'ai une activité à plein temps par ailleurs, et ni adjoint non plus parce que c'est aussi dans une commune, c'est vraiment beaucoup de travail.
dont j'ai désiré être simple conseiller municipal, mais avec peut-être un rôle un petit peu particulier, comme j'avais été l'initiateur. Et c'est là que la mise en œuvre du programme nécessite une nouvelle fois de faire appel au parcours Zaché. Et il y a des choses très intéressantes dans le parcours Zaché. Et là, je reprends, cette fois-ci, c'est le compas. Et je vois l'exercice de l'autorité. Et oui, quand vous êtes en mairie et que vous avez, comme c'est le cas pour notre mairie, on a 82 fonctionnaires, et que vous êtes responsable d'une équipe, et encore plus pour le maire et les adjoints, l'exercice de l'autorité, c'est quelque chose, hein, il faut voir ça. Le principe de subsidiarité également, parce qu'il y a déjà des associations qui existent, qui font plein de choses. L'engagement, bon, ça semble assez évident, et puis l'unité de la vie chrétienne, y compris dans ses activités politiques. Et là, c'est effectivement plus compliqué, ça nécessite un discernement au quotidien qui est plus fin, mais je peux vous dire que là aussi, le parcours Zaché qui descend en vous et que je relis, vous l'aurez compris, régulièrement, et a un effet tout à fait positif. Parce que quand vous avez des décisions à prendre, pour savoir est-ce qu'on va aider plutôt, comme je l'avais dit tout à l'heure, est-ce qu'on va faire plutôt un skatepark, parce que c'est très populaire le skatepark, ou plutôt, ce qui est moins populaire, mais à mon avis plus utile, on va s'engager aux côtés d'une association locale d'accueil des personnes handicapées. Bon, là, l'exemple est assez facile, hein. On a choisi d'aider l'association. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles dans les discernements, notamment quand on applique le principe de subsidiarité. Parce que vous l'aurez compris, quand les personnes ont un certain pouvoir, et c'est la même chose, y compris pour les cathos, il y a tendance ensuite à... Hein, on garde, on fait des silos comme ça. Et puis on essaye de se construire indirectement, même sans le vouloir, parce qu'on pense que les autres vont faire ça moins bien que nous. Alors on fait soi-même. Hein. Je vous donne un seul exemple. Il y avait une association municipale qui existait pour la bibliothèque. Et la commune donnait de l'argent chaque année à l'association. Mais on n'avait pas de regard sur le choix des livres. Et ça m'embêtait un petit peu parce que les livres que cette association municipale choisissait d'acheter étaient, à mon sens, totalement catastrophiques. C'était la culture de mort à plein régime. Et j'ai suggéré qu'on fasse quelque chose avec cette association en leur disant, si on vous donne de l'argent, et même pas mal d'argent pour l'achat des livres, peut-être que ça serait pas mal qu'on fasse un comité de choix des livres mixte. Et la réaction de mes collègues était de dire, ah non, ça va être lourd, non, on va arrêter la subvention et on va faire une bibliothèque municipale avec un fonctionnaire qu'on va mettre. J'ai dit non, c'est principe de subsidiarité. L'association, elle existe. Peut-être que ce n'est pas exactement celle qu'on veut, mais on va essayer de travailler avec eux pour faire quelque chose. Sinon, encore une fois, il y a la tendance à... comme ça. Alors voilà, c'était juste pour vous dire que le parcours Zaché nous aide, moi et puis pas mal de mes colistiers, puisque pas mal de mes colistiers, vous l'aurez compris, sont cathos, pas tous, nous aide au quotidien dans le discernement en essayant d'aller au fond des choses. Et c'est un grand plaisir d'être au service des gens. Donc je vous invite pour les prochaines élections. Alors vous avez un petit peu de temps, les prochaines élections municipales, c'est en 2020. Ça laisse le temps pour la maturité, de grandir. Mais je vous invite à vous engager au plan local. Hein. C'est formidable. C'est là où vous avez le plus de fruits et le plus de merveilles à donner et de satisfaction également à recevoir. Donc je vous invite vraiment pour les prochaines élections à vous engager. Voilà. Merci. C'était super, merci. Numéro 7. Béni soit Dieu, le Père de Jésus.